Bonsoir. On va démarrer donc cette rencontre. Je suis Laurent Rivet, responsable communication de Sciences Po Grenoble, et donc je vois qu'il y a une grosse assistance étudiante. C'est vraiment super que vous soyez venus. Merci. Donc c'est une conférence qui est organisée bien sûr par l'école de journalisme de Grenoble, Sciences Po, et donc l'association des diplômés. Voilà, Ariane Lavrieux qui va intervenir dans cette conférence est une diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po Grenoble. Et Gilles Bastin en est le co-directeur donc, de l'école de journalisme. Et ils vont démarrer par on va dire un entretien à deux. Et ensuite, vous aurez la parole. Aujourd'hui, c'est une première avec un média d'information indépendant qui s'appelle Place Grenette, puisqu'en fait, ce média va enregistrer ce qui se passe, son et image, et ce sera disponible à la fois sur leur chaîne YouTube et sur leur page Facebook, et bien sûr également sur nos sites. Comme ça, on pourra continuer, vous pourrez continuer à éventuellement poser des questions, en tout cas vous enrichir de tout ce qui aura pu être dit aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Ariane et Gilles sur la liberté d'informer menacée. Point d'interrogation. Bonne soirée. Merci. Je vais commencer par vous remercier de votre présence parce qu'on a des fois un peu du mal à se remettre dans un cycle dans lequel on organise ce genre d'événement ici. C'est pas évident de le faire matériellement dans le contexte dans lequel on est. Et ça fait partie, je pense, de l'ADN d'une école comme celle-ci que d'organiser des conférences publiques sur des sujets de société importants. Et celui qu'on va aborder ce soir est évidemment très très important. Je vais vous présenter sans plus tarder Ariane Lavrieux, qui est notre invitée ce soir. Je pense que vous connaissez toutes et tous son nom, puisque à son corps défendant, elle est devenue elle-même un sujet de l'actualité dans ce pays après avoir été perquisitionnée et placée en garde à vue il y a 2 mois à la suite de la publication par le média Disclose d'une enquête journalistique sur une opération menée par l'armée française en Égypte, l'opération Sirli. Et pour présenter Ariane, je pense comme Laurent l'a dit, Ariane est une ancienne étudiante. Donc je vais remonter un petit peu dans le temps et dire que Ariane ne vient pas ce soir dans cet amphithéâtre, elle y revient d'une certaine façon, puisqu'elle a fait partie des premières promotions de ce qui était à l'époque le master de journalisme de l'IEP de Grenoble. J'ai eu personnellement la chance de pouvoir l'accompagner un petit peu dans ce parcours. Et puis dans sa vocation de vouloir devenir journaliste. Je ne vous révélerai rien de cette période sans son accord, mais je crois que vous ne serez pas étonnés si je vous dis qu'il était très clair déjà, autour de 2007-2008, que pour Ariane, une information, ce n'est pas quelque chose que l'on commente sur les plateaux de radio ou de télévision, c'est quelque chose que l'on découvre en enquêtant sur le terrain. Malgré les obstacles qui sont dressés par les uns et par les autres, et quelquefois même peut-être d'autant plus que des obstacles sont dressés pour empêcher que ces enquêtes aient lieu. Voilà, il se trouve que depuis quelques mois, nous échangions aussi avec Ariane sur d'autres projets. On a l'impression maintenant que c'est presque du passé très lointain, puisque Ariane est aussi la co-secrétaire générale de l'association Prenons la Une, qui milite pour une meilleure visibilité des femmes dans les médias et une égalité des femmes et des hommes dans les rédactions. On y reviendra peut-être dans le cours de la discussion ce soir. Cette conférence est pensée comme un moment de rencontre. J'ai donc proposé à Ariane, dans un premier temps, de répondre à quelques questions que je vais lui poser pour amorcer le dialogue ce soir sur le sujet qui est celui de la conférence. La liberté d'informer en France est-elle menacée? Et puis dans un deuxième temps, on fera circuler un micro dans l'amphithéâtre pour que vous puissiez lui poser des questions. J'indique juste que nous devons terminer impérativement à 19h30 et donc on devra se limiter un petit peu, je pense, quand même dans notre débat. Voilà, commençons donc peut-être maintenant, avant d'en venir donc aux événements qui t'ont conduit
à ta garde à vue. Ariane, est-ce que tu peux te présenter et nous dire finalement ce que tu as fait depuis que tu as quitté cette école dans le journalisme? Merci beaucoup aussi d'être là. C'est vrai que c'est assez touchant après ce que j'ai vécu et avec Disclose. Et puis ça me rassure aussi de l'état d'intérêt des étudiants, des étudiantes et des futurs journalistes pour la liberté d'informer et pour le droit à l'information. Donc ça me rend plutôt optimiste de vous voir là, et puis ça me fait du bien. Donc merci. Pour me présenter, donc j'étais comme vous, une ancienne étudiante de Sciences Po Grenoble il y a 12 ans. Et ensuite j'ai été journaliste reporter à Europe 1 pendant 6 ans. J'étais ce qu'on appelle en staff, en CDI, et puis j'ai décidé d'être indépendante. Ensuite, je me suis installée en Égypte comme correspondante. Et là aussi, pendant 5-6 ans, j'ai fait des reportages en Égypte, mais aussi au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Soudan, à Gaza, différents lieux. Et je faisais pas essentiellement pas d'enquête, c'était surtout du reportage, mais j'ai commencé à creuser quand même cette appétence à faire de plus en plus d'enquêtes, en tout cas effectivement en Égypte, parce que je pensais que, en tant que journaliste française, j'avais une responsabilité supplémentaire qui était d'informer les Français sur une des pires dictatures du monde, mais qui n'est pas n'importe quelle dictature, qui est une dictature avec laquelle la France a un partenariat très important, ce qu'elle appelle un partenariat stratégique, et que c'était ma responsabilité de journaliste occidentale et française de raconter ce que faisait la France en notre nom, et en quoi elle pouvait aider la dictature égyptienne. Voilà. Du coup, en 2021, avec d'autres journalistes, puisqu'il s'agit d'une enquête collective, tu as commencé à travailler sur cette opération de l'armée française qui s'appelle Sirli. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, tout le monde n'est peut-être pas au fait des détails de cette affaire, ce dont il s'agit, et peut-être comment toi tu as commencé à travailler sur ce sujet? Quelle est l'importance peut-être finalement pour nous tous comme citoyens français de cette question, de ce qui se passe en ce moment en Égypte, et comment est-ce qu'une journaliste comme toi en fait s'y est pris pour trouver de l'information? Déjà, je ne suis pas toute seule, c'est une enquête collective qui a été menée par Disclose, qui est un média d'investigation qui s'est spécialisé entre autres sur les ventes d'armes de la France à des régimes autoritaires, qui avaient déjà fait des enquêtes basées sur des documents confidentiels défense et qui révélaient que la France avait livré des armes à la coalition qui bombardait le Yémen, qui était en guerre au Yémen, donc des armes françaises qui pouvaient potentiellement servir contre des civils. Et donc, ils ont enquêté aussi sur la coopération avec l'Égypte. Moi, je suis correspondante basée en Égypte, et on a travaillé ensemble. Donc, ce qu'on a révélé ensemble à plusieurs, c'est que du renseignement militaire français, des hommes, des agents de l'État français aidaient la dictature égyptienne, aidaient l'armée égyptienne en lui donnant du renseignement, des positions, des localisations de civils, de contrebandiers à la frontière entre l'Égypte et la Libye, et que l'armée égyptienne ensuite utilisait ces informations-là et allait tuer, bombarder ces civils qu'elle considérait comme des criminels, des terroristes, et donc sans autre forme de procès, décider d'exécution extrajudiciaire, de crimes d'État, pour reprendre l'expression d'Agnès Calmar, qui était la présidente d'Amnesty International. Donc c'est ça, notre enquête que vous pouvez retrouver en accès libre aujourd'hui sur le site de Disclose, mais aussi qui est un documentaire qui a été diffusé par Complément d'enquête, l'émission Complément d'enquête sur France 2, révèle
en 2 mots, comment la France a aidé une dictature, la dictature égyptienne, à tuer des civils égyptiens. Et c'est une enquête en plusieurs volets, donc on a appelé les mémos de la terreur ou Egypt Papers, qui révèlent aussi comment la France a fourni des outils de renseignement, des logiciels de surveillance pour aider la dictature égyptienne à réprimer sa population. Voilà, on faisait suite, sur ce volet-là, on faisait suite à d'autres révélations qui étaient menées aussi par Télérama, et donc on avait aussi fait un partenariat dans ce cadre-là avec le journaliste qui avait révélé les premières informations, qui était Olivier Tesquet à Télérama. Alors du coup, on va en venir au fait de ton arrestation. Maintenant, le 19 septembre, il y a à peu près 2 mois, ton domicile a été très longuement perquisitionné et tu as été placé en garde à vue pendant 39 heures dans le cadre d'une enquête sur ces révélations pour des faits de compromission du secret de la défense nationale. C'est un événement qui est rare, alors qui n'est pas très rare, mais qui est quand même rare dans l'histoire récente des journalistes. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment est-ce que tu l'as vécu, et puis quelles sont aussi les répercussions et les suites que tu attends de cette garde à vue et de cette perquisition? Oui, en 15 ans, je suis la 3e journaliste à être perquisitionnée, placée en garde à vue. Avant moi, il y avait eu Guillaume Dasquier dans les années 2007, et très récemment Alex Jordanov, qui est un journaliste qui pour le coup lui est mis en examen pour compromission de la défense nationale, mais qui a été aussi perquisitionné, placé en garde à vue. Moi, je ne suis pas à l'heure actuelle mise en examen, mais ça ne veut pas dire que je ne le serai pas dans les mois, semaines à venir. Donc effectivement, c'est une affaire assez rare, mais néanmoins, ce n'est pas une première, ce qui déjà en soi devrait nous alerter. Je suis la 17e journaliste à avoir été auditionnée par la DGSI depuis 2017. Donc c'est quand même assez énorme quand on dit ce chiffre, et je pense que moi, je n'avais pas du tout pris conscience. Je savais qu'il y avait eu des journalistes qui avaient été convoqués par la DGSI. Vous avez peut-être entendu parler d'Ariane Chemin dans le cadre de l'affaire Benalla. Mes propres confrères de Disclose avaient déjà été convoqués. Rien que pour le média Disclose, c'est la 5e convocation. Voilà, donc il y a une petite obsession des services sur Disclose. Mais ce chiffre-là de 17 personnes, je ne l'avais pas en tête avant d'être moi-même placée en garde à vue. Et je pense que mon affaire, elle a servi aussi un peu de révélateur pour moi et pour tout un tas de journalistes qui n'étaient pas forcément des journalistes d'investigation et qui se sont dit oula, peut-être qu'on a franchi un cap et qu'il va falloir réagir. Et ils ont réagi, ils ont réagi en masse, puisqu'ils ont organisé des rassemblements pour demander ma libération, ce qui paraît un peu fou quand on y pense en France, place de la République, mais aussi dans d'autres villes en France. Il y a 40 rédactions, sociétés des journalistes qui se sont mobilisées aussi pour dénoncer ce qui se passait, pour dénoncer cette atteinte sans précédent contre la liberté de la presse et la protection des sources. Donc je me suis totalement perdue dans ta question de départ. Mais oui, tu voulais que je dise pourquoi j'étais en garde à vue Non, je pense que ça, c'est bon, on voit assez bien. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous parler toi aussi de ce que c'est concrètement? C'est-à-dire que pour nous, ça a été un événement, je pense que beaucoup des personnes qui sont ici l'ont vu le matin, l'ont appris, et ça a été quelque chose d'assez choquant quand même. Mais on ne sait pas, c'est difficile de savoir en fait ce qui se passe. Alors Guillaume Dasquier avait raconté, je vous conseille éventuellement, je ne sais pas si tu l'as lu, mais il y a une double page du Monde dans laquelle effectivement il raconte ce que c'est la perquisition, la garde à vue, etc.
Qu'est-ce que ça signifie aussi pour toi après sur ton travail, ta possibilité de continuer à enquêter sur ces sujets, etc. Je l'ai raconté quand même juste après, le lendemain, quand je suis sortie, j'ai fait une conférence de presse avec Reporters sans frontières qui a été très actif pour me soutenir et qui est tout de suite monté au créneau. Et donc j'ai raconté effectivement les conditions de la garde à vue qui pour moi étaient... ne respectait pas en tout cas un certain nombre de droits. Je n'ai pas eu accès aux médicaments comme je le demandais ou comme je l'aurais voulu. Il faisait très froid. L'officière de la DGSI m'avait dit non, surtout ne prenez pas de pull et vous allez voir, il fait très chaud. Et en fait, c'est une technique que connaissent tous les gardés à vue qui y vont plusieurs fois, mais en fait, il faut toujours prévoir un pull si vous risquez d'aller en garde à vue parce qu'il fait froid. C'est une technique de base pour vous affaiblir. Donc j'avais pas accès à l'eau, j'avais pas accès aux toilettes. Il fallait que je sonne pour qu'un policier arrive. Et la nuit, il y a un seul policier et il n'a pas du tout envie de s'embêter à vous emmener toutes les 5 minutes aux toilettes. Donc il m'a laissé végéter dans la cellule jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui arrive pour me donner un verre d'eau et une pilule d'Imodium donc pour les diarrhées. Et voilà, c'est un certain nombre de de non-respect de mes demandes qui sont assez banales pour toutes les personnes qui sont placées en garde à vue, mais qui n'en restent pas moins scandaleuses et non respectueuses de la dignité humaine. Et le but de tout ça, en fait, c'est de vous affaiblir pour que le lendemain matin, donc j'ai passé la nuit en garde à vue, et le lendemain matin, il y a une série d'auditions, 4-5 auditions qui se sont succédées. Et le but, c'est que vous soyez faible pour ce qu'on appelle passer à table et essayer de vous faire parler en audition. Donc là, effectivement, il faut être assez solide sur ses appuis et garder en tête qu'on a le droit, comme tout gardé à vue, de ne pas parler, d'invoquer son droit au silence. Et là, encore plus, d'autant plus que moi, j'estimais que cette procédure était illégitime et portait gravement atteinte à la protection des sources. Donc il faut garder le cap là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas... c'est assez fatigant comme expérience, on va pas se mentir. Alors, quand je suis sortie, j'avais bien envie de dormir quelques heures. Après, sur l'impact sur le travail, qu'est-ce que ça a comme impact sur le travail ? Déjà, moi je me retrouve à faire des conférences, à alerter d'autres journalistes, à alerter la profession, à vous alerter, à aller au Parlement européen pour alerter des parlementaires et des journalistes européens qu'il y a un problème en France, qu'il y a une multiplication des attaques contre les journalistes, qu'il y a une loi liberticide qui est la loi Dati de 2010, qui est la loi qui a permis ma perquisition, ma garde à vue, et que cette loi doit être réformée. Honnêtement, je n'avais pas connaissance de cette loi avant d'être moi-même visée par cette loi-là, qui permet en gros de traquer une journaliste, de mettre en détention, en garde à vue une journaliste, la perquisitionner, si un juge estime qu'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Voilà. Mais évidemment, la loi ne définit pas ce qu'est un impératif prépondérant d'intérêt public. Donc ça donne toute la latitude à des juges d'estimer qu'est-ce qui est important. Et actuellement, à l'heure actuelle, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité nationale écrase tout, il n'y a pas d'argumentation et ça devient un impératif prépondérant d'intérêt public. Alors que à Disclose, et je pense que vous êtes un certain nombre ici à penser que les informations qu'on a révélées sont d'intérêt public.
Alors tu fais bien de rappeler qu'effectivement derrière cette garde à vue, il y a un contexte. Tu nous as amené une image d'un site européen qui établit un décompte en fait des atteintes à la liberté d'informer et au travail des journalistes. Alors la question effectivement de l'identification des sources des journalistes est la principale, je pense, en général de ces atteintes. C'est-à-dire qu'effectivement les services de police en général veulent savoir qui sont les sources des journalistes. On peut quand même imaginer que peut-être les services de renseignement ont d'autres moyens pour identifier les sources et qu'en fait ils cherchent aussi d'autres choses, comme le fait de te détourner de ton travail, effectivement, puisque tu dois maintenant te défendre devant des juges et passer une partie de ton temps à faire autre chose que du journalisme, et puis aussi d'intimider les sources potentielles des journalistes. Voilà, ce qu'on voit assez clairement dans ce travail, c'est le cas singulier de la France quand même. Ouais. Qui ressort. Ça, je vous recommande vraiment. Moi, je l'ai découvert aussi à cette occasion-là. Pourtant, je connais cette ONG, European Center for Press and Media Freedom. C'est une ONG européenne qui comptabilise en fait tout un tas d'attaques, d'intimidation, de limitation de la liberté de la presse. Alors là, j'ai sélectionné, il y a plusieurs filtres. J'ai sélectionné uniquement les arrestations, les surveillances, les contraventions. Toutes les attaques de la part d'autorités publiques contre les journalistes. Donc, je crois que ça s'appelle Legal Case dans le filtre. Mais vous pouvez sélectionner aussi les journalistes qui sont attaqués dans des manifestations, qui sont attaqués sur le terrain, les journalistes blessés, etc. C'est bien plus large. Mais là, pour la démonstration, je voulais vous montrer ça. Et on voit que j'ai sélectionné tous les pays qu'il y a. Alors, évidemment, c'est une enquête qui est peut-être parcellaire et que toutes les affaires dans tous les pays ne nous remontent pas et qu'on ne connaît pas toutes les arrestations en Bulgarie ou en Allemagne, ou alors on est particulièrement informé sur le nombre d'arrestations en France. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit souci en France sur le nombre d'arrestations. Donc ça, c'est depuis 2014, où il y a quand même un déséquilibre entre le reste de l'Europe et ce que je vous disais, depuis 2017, j'ai calculé, je suis la 32e journaliste à être arrêtée ou auditionnée par des forces de l'ordre, des dépositaires de l'autorité publique. La plupart des gens qui ont été arrêtés, c'est dans des manifestations, les manifestations dans des Gilets jaunes, mais pas seulement. Il y a eu aussi des journalistes qui couvraient des affaires à la frontière, qui faisaient des reportages sur les réfugiés et qui ont été arrêtés quelques heures ou un peu plus. Donc il y a une escalade effectivement qui est inquiétante et je pense que la profession des journalistes s'est mobilisée au moment de la loi sur le secret des affaires. Il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Et donc, qui a essayé d'alerter sur les attaques contre le journalisme d'investigation. Mais je pense qu'il faut aussi maintenant qu'on se mobilise sur toutes les micro-attaques, petites attaques contre la liberté d'informer au quotidien et pas seulement dans l'investigation. Encore il y a quelques jours, un confrère de mon collectif à Marseille, qui est journaliste pour le média Reporter, faisait un reportage dans les Hautes-Alpes sur une action militante de militants écologistes dans une forêt où il y a un projet de monter une centrale photovoltaïque. Il y a des gendarmes qui ont pris leur identité, qui les ont convoqués et ils risquent une amende de 750 € d'amende parce qu'ils étaient là sur une forêt qui est considérée comme une forêt propriété privée et en vertu d'une nouvelle loi, ils risquent une amende, une contravention de 250 €. Et en vertu de cette loi-là, en fait, tous les journalistes qui vont faire des reportages sur des nouvelles ZAD ou des militants écologistes risquent d'avoir cette contravention. Et même si à la fin, ils sont blanchis ou ils ne sont pas poursuivis, en fait, c'est du temps perdu. Vous n'avez plus envie d'aller couvrir ces événements. Et donc, c'est comme ça qu'on grignote notre accès à l'information, tout simplement. Donc oui, ça me paraît très important d'ouvrir ses oreilles à ça.
Et j'en profite pour dire aussi plusieurs journalistes vont créer une association pour observer, pour comptabiliser toutes ces atteintes, de la plus petite à la plus grave, contre les journalistes et les médias en France, parce qu'on ne pourra pas agir tant qu'on n'aura pas une idée claire de la situation en France. Alors nos collègues juristes anglo-saxons, canadiens et américains notamment ont un concept en fait pour décrire cet état de fait, c'est le SLAP, hein, les Strategic Lawsuits Against Public Participation, c'est-à-dire en fait l'usage stratégique de procédures judiciaires pour gêner la participation publique, que ce soit effectivement de militants ou de journalistes. Et un des éléments sans doute les plus qui est au cœur de ça, c'est de faire basculer en fait le débat d'une arène publique à une arène privée, c'est-à-dire celle dans laquelle, toi par exemple, tu vas devoir te défendre maintenant devant un juge et plus dans les médias en enquêtant. Je pense que la discussion va revenir sur tous ces faits. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une grande liste récemment de perquisitions aussi. Hein, évidemment, la tentative de perquisition à Mediapart en 2019 est encore un peu dans les mémoires. Dans les années 2000, il y avait eu une tentative aussi au Canard enchaîné. Et puis d'autres types de procédures qui font que la question de la qualité, disons, de l'état de droit est questionnée aujourd'hui. Il y a ce livre qui a été fait par le collectif dont tu parlais tout à l'heure sur les nouvelles censures. Je vais peut-être le montrer. Voilà, Informer n'est pas un délit, qui recense toutes ces nouvelles atteintes, alors qui datent un petit peu maintenant, mais qui les recensait de manière très efficace déjà à l'époque. C'est tous les journalistes qui ont travaillé pour Cache Investigation, Cache Investigation notamment, mais il y a des journalistes de Mediapart, de Reflet.info, enfin voilà, c'est une association qui est à la pointe de la lutte sur ce sujet-là. Ouais. Peut-être qu'il y a une des particularités quand même dans ton cas, c'est que tu es une journaliste indépendante. Tu travailles pour un média assez original, Disclose, qui fait de l'enquête et qui essaie aussi ensuite de porter cette enquête dans le débat public, d'avoir une influence politique à partir de ces enquêtes. Comment est-ce que, d'abord, toi, ton statut en fait, te protège ou t'affaiblit plutôt dans cette situation? Et comment est-ce que tu penses que l'on pourrait, puisqu'on sait que les médias emploient de plus en plus de journalistes indépendants, qu'on pourrait finalement garantir une forme de sécurité du travail pour les journalistes indépendants qui ne sont pas protégés par une rédaction qui peut intervenir en fait, plus massivement peut-être que dans ton cas? Normalement aussi, parce que quand on est pigiste, quand on est journaliste indépendante, en fait on est salarié. On a un statut de pigiste, mais on est salarié du média pour lequel on travaille à l'instant où on travaille, où on fait le reportage. Et donc, on a le droit exactement aux mêmes protections que les salariés qui sont en CDI. Donc, par exemple, moi, je suis journaliste pigiste pour Disclose. Mais là, dans la procédure juridique, c'est l'avocate de Disclose qui me défend. C'est Disclose qui paye les frais juridiques. Si je travaillais pour d'autres, ce serait la même chose, en tout cas en théorie, légalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Après, c'est vrai qu'on n'en reste pas moins éloigné de la rédaction, donc c'est bien quand on a des rédactions comme Disclose qui a à fond derrière vous, mais peut-être que dans d'autres cas, c'est plus difficile, déjà physiquement, parce qu'on ne se voit pas, on n'est pas dans le même lieu. Donc, une manière de contrebalancer ça, ça va être de faire appel à des syndicats, ça va être de faire appel qui ont de plus en plus des branches pour les pigistes. Ça va être aussi, moi j'appartiens à un collectif de journalistes indépendants basé à Marseille qui s'appelle le collectif Presse Papier, qui ont été extrêmement importants dans la mobilisation qu'il y a eu autour de mon cas, parce qu'ils ont mobilisé les réseaux locaux, mais pas seulement à Marseille, à Lyon, à Nice, à Strasbourg.
Et tout ça, c'est possible parce qu'on a tissé des liens entre collectifs, entre journalistes indépendants. Je fais partie aussi de Prenons la Une, je suis une des cofondatrices de cette association-là, qui est aussi une association d'entraide, de soutien entre femmes journalistes. Et donc, en fait, moi, je suis protégée, j'ai l'air comme ça d'être une petite journaliste isolée, ou chez qui on peut venir frapper du jour au lendemain à Marseille, mais en réalité, j'ai tout un tas de réseaux que j'anime ou dont je fais partie, qui sont aussi des boucliers. Et peut-être que, j'en sais rien s'ils y avaient pensé, mais peut-être que des autorités n'avaient pas forcément mesuré qu'il y aurait une telle réaction pour quelqu'un qui, voilà, effectivement, juste une pigiste. Mais en fait, le fait d'avoir démultiplié les réseaux, aussi assure ma protection. Donc, si jamais il y a des futurs journalistes dans la salle, je vous conseille vraiment de penser à ça et de jouer collectif. Parce que ça, pour moi, ça va être essentiel. Ça a été essentiel au moment où j'étais en détention. J'ai des collègues qui sont venus devant l'hôtel de police faire des manifestations. Ça m'a reboosté parce que j'entendais leurs cris, j'entendais libérer Ariane alors que j'étais en face de deux personnes de la DGSI. Donc voilà, c'est juste un soutien moral et c'est un soutien organisationnel qui est fondamental en fait. Chacun, les anciens diplômés de Sciences Po se sont mobilisés. Mes collègues j'ai fait l'ESJ Pro, donc l'ESJ Montpellier, aussi ont mobilisé tous les réseaux. À mon âge, j'ai des amis qui sont à différents échelons dans des rédactions. Donc moi, je ne suis pas chef, mais j'ai un certain nombre d'amis qui sont à des niveaux, voilà, de chef de service, de rédacteur chef. Et donc, du coup, qui ont pu activer aussi tout ça. Peut-être une dernière question avant qu'on passe le micro à la salle. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? De quoi publier l'enquête ? Ouais, je crois que je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Ah bah oui, non, mais j'ai plutôt envie de continuer à publier. Franchement, après cette enquête en 2021, on était quand même assez essorés, ça avait été long, voilà, on dormait pas pendant plusieurs jours. On avait fait un tournage très, voilà, un peu au pas de course. Et franchement, moi, j'ai enquêté plutôt sur des sujets environnementaux. J'ai enquêté sur ArcelorMittal dans le sud de la France, et on s'était tourné un peu plus sur des sujets, voilà, environnementaux qui me plaisaient bien. Et je faisais un peu des reportages aussi pour RFI, mais là, le fait d'être attaqué, ça nous redonne envie de retourner sur ce terrain-là et de continuer d'enquêter sur les actions de la France à l'étranger, et ça peut donner aussi envie à des gens, des sources, de nous contacter pour qu'on poursuive le travail. Donc je pense qu'au contraire, ça nous a un peu réveillés, ça nous a redonné envie de rouvrir des dossiers. On s'est dit, oh là là, c'est trop long. Voilà. Donc non, au contraire, ça a reboosté. Ouais. Merci beaucoup, Ariane. Je propose peut-être que, voilà, si vous voulez poser une question, on a un micro. On aura un micro. Plusieurs, même si vous voulez. On peut le faire circuler. Non ? Ouais. Après, vous le passez très court. Oui, bonjour. Voilà, je suis ici là. En fait, moi je suis venu parce que ce qui m'intéresse, c'est l'enquête, Ariane. Parce que je ne veux pas vous faire de peine, mais le jour où la DGSI vous arrête, c'est un Oscar qui vous décerne. Ça veut dire que vous avez tapé dans le mille, même si c'est pénible, et pas facile. Mais bon, je suppose que vous n'allez pas nous dire qui est votre source, c'est clair. En revanche, à un moment donné, vous voyez quelqu'un qui débarque et qui vous donne des éléments sur lesquels vous doutez à un moment, bien sûr, de savoir si vous êtes manipulé ou pas. Vous pouvez nous en parler un peu de cette enquête sur le terrain en Égypte ? Parce que si j'ai bien compris, on soupçonne un militaire. Comme je disais, c'est une enquête collective. En fait, moi, je suis devenue le visage un peu de cette enquête à mon corps défendant, mais c'est une enquête collective qui a été menée par plusieurs journalistes sur un média qui est spécialisé sur les enquêtes sur les ventes d'armes. Donc moi, je suis un maillon de cette chaîne-là. Donc
effectivement, pour nous, l'obsession à Disclose, comme tout journaliste d'investigation, c'est de protéger les sources. Et voilà, c'est ça qu'on doit se poser aujourd'hui, nous, en tant que journalistes, en tant que public. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de traquer des gens qui ont aidé à révéler des informations d'intérêt général, qui ont aidé à révéler des complicités de crimes commises par l'État français, ou il faut essayer de trouver, enfin, est-ce qu'il faut essayer de poursuivre le messager, les messagères, plutôt que les criminels? Et pour le moment, l'enquête interne au sein du ministère des Armées a été pas enterrée, mais en tout cas, le ministère des Armées a lancé une enquête interne à la suite de notre enquête pour savoir effectivement est-ce que c'était vrai ce qu'on disait. Ils ont conclu que leur procédure, tout allait bien, que l'opération n'avait pas été détournée, sauf que le rapport est confidentiel, il est secret défense, donc on n'a pas accès à ces conclusions. En revanche, les poursuites pour traquer les sources, elles, ont continué. Donc il y a un décalage total entre les deux. On peut comprendre la volonté de l'État d'avoir des secrets. C'est très important de protéger les secrets d'un État. Nous, on n'est pas du tout à dire il faut ouvrir à tout vent les secrets de l'État français. C'est important pour l'action politique, pour l'action diplomatique. La confidentialité est importante. Mais quand le secret sert à cacher des crimes ou la complicité avec des crimes, c'est là où on détourne le nécessaire secret. Et c'est ça le problème, c'est la dérive, c'est le détournement de ce secret qu'on dénonce et qu'on révèle, enfin, à travers cette enquête, mais il y en a eu d'autres, bien entendu, avant. Bonsoir. Est-ce que vous savez après coup, donc 2 mois après votre arrestation, si vos sources ont été identifiées? Et secondement, vous ne trouvez pas ça ironique d'avoir été arrêté en France et non pas en Égypte, qui est, comme vous l'avez dit, l'une des pires dictatures du monde? C'est vrai que c'est assez ironique d'être détenu en France, d'être interrogé en France sur une enquête, alors qu'en Égypte, finalement, il ne m'est rien arrivé, en tout cas jamais arrivé de choses aussi graves. Donc c'est un petit peu hallucinant, et ça a été d'autant plus hallucinant que les personnes qui ont le plus vivement réagi, ça a été des activistes des droits humains en Égypte ou en exil, qui ont mobilisé leur réseau pour dénoncer mon arrestation, parce que ils ont bien compris l'enjeu, ce qui se passait. S'ils laissaient passer ça, c'était aussi une manière de dire que la France, les pays occidentaux, les démocraties s'en fichent de la liberté d'expression. Et donc que leur grand discours, quand ils viennent en Égypte, quand le président Macron vient en Égypte et qu'il fait un discours pour dénoncer les arrestations de journalistes, qu'il fait un discours devant le président égyptien en disant c'est pas très bien quand même, il faut faire attention, on ne doit pas arrêter des civils, ce discours perd toute crédibilité quand dans son propre pays, des journalistes sont arrêtés, questionnés pour des enquêtes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques jours après ma perquisition, ma garde à vue, il y a le président de la RDC qui a dit à l'ONU, et alors à ce moment-là, il y avait un journaliste de RDC qui était arrêté, et qui est toujours d'ailleurs arrêté, parce que voilà, un journaliste qui a été poursuivi par le pouvoir, et il a dit vous voyez, la France aussi arrête des journalistes pour compromission du secret de la défense nationale, donc je ne vois pas pourquoi vous m'embêtez, ça arrive dans tous les pays, ça arrive aussi chez nous, dans les démocraties, ici c'est normal, c'est le fonctionnement de la justice normale. Et en fait, quand une démocratie se permet ça, elle donne des ailes à des dictatures qui vont aller beaucoup plus loin, et pour
ce journaliste, ben, il est toujours en prison, il est toujours poursuivi, et donc en fait il y a une double responsabilité. Pour une démocratie, il y a une responsabilité pour les gens qui vivent dans la démocratie, mais aussi pour tous les autres pays qui vont dire « Ah bah vous voyez, en fait, nous on peut faire aussi comme vous. On peut arrêter des journalistes finalement. » Je ne sais pas si j'ai répondu ou... Si, concernant cette carte, je m'interroge un peu en fait sur les chiffres qu'on peut voir. C'est peut-être dû au fait que c'est cherché par mots-clés et donc ça ressort par exemple une arrestation d'un journaliste français en Pologne. Mais en fait, j'ai essayé de m'expliquer pourquoi il y avait d'aussi faibles chiffres dans certains pays qui nous apparaissent peut-être moins démocratiques. Et je me demandais si en fait la répression des journalistes ne passait pas aussi par d'autres manières qui ne soient pas forcément de la répression judiciaire. Et donc, est-ce qu'il y a des pays qui ont des préférences dans la répression, c'est-à-dire peut-être que c'est directement policier sans être judiciaire? Bah, Voilà. ce serait une très bonne question à poser à cette ONG. Je vous avoue que je n'ai pas fait du tout d'enquête sur le sujet, donc je ne saurais pas vous répondre. Très modestement, ce que je pourrais vous dire, parce que j'ai rencontré quelques journalistes européens au Parlement européen il y a quelques semaines, et qui me parlaient notamment des slaps, donc ce dont vous parliez, donc une technique de plus en plus dans les pays de l'Est, en Grèce, ça va être de faire des procès ou des poursuites judiciaires contre des journalistes. Alors, c'est pas forcément l'État qui va le faire, mais ça va être un ami du président, une société qui est proche du pouvoir, qui va attaquer en diffamation un média, un journaliste. Il y avait un média d'investigation tchèque aussi qui racontait que leur site était piraté par on ne sait qui, mais ils avaient de très forts soupçons sur voilà, un piratage lié à des partis politiques, ou en tout cas à des gens qui n'aimaient pas leur travail. Donc ça va être peut-être effectivement des choses moins visibles. Donc là, par exemple, effectivement, les slaps, ça n'apparaît pas parce que j'ai sélectionné uniquement les arrestations ou vraiment le côté légal par l'État. Ça peut peut-être être une hypothèse à explorer, mais ça reste à vérifier. C'est en soi intéressant qu'en fait ça va devenir dans les années qui viennent peut-être un problème public qu'il va falloir documenter. Alors Reporters sans frontières fait peut-être, vous savez, des classements de la liberté de la presse dans différents pays. La France n'a jamais brillé, plutôt autour de la 30e position. Peut-être que ça a un peu monté, là j'ai vu ces derniers temps, mais ça n'a jamais été très brillant par rapport aux pays notamment d'Europe du Nord qui sont toujours tout en haut du classement. En partie parce que eux valident la lecture par exemple de l'état de droit que fait la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit les journalistes sont des chiens de garde de la démocratie et donc il faut les laisser faire leur job qui consiste justement à aboyer fort quand quelque chose se passe. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que ce n'est pas une conception du rôle des médias qui est très partagée en France. On peut peut-être quand même aussi dire qu'en plus des arrestations et des perquisitions, en France on a connu récemment des mises sur écoute de journalistes. Et puis d'autres formes aussi d'atteinte. Il y a quand même eu des séries de cambriolages, par exemple dans des rédactions, des choses comme ça, qui posent question aussi dans ce contexte. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Oui. Il y en a une en bas. Là, voilà. Oui, bonjour. Je me permets de poser une question au nom de toutes les étudiantes et étudiants de Sciences Po Grenoble, mais aussi l'école de journalistes. D'abord, merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Moi, je me pose une question qui est celle de l'information, mais aussi de la désinformation. Vous, en tant que journaliste, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux étudiantes et étudiants pour essayer de faire le tri entre cette information et cette désinformation? Waouh. Et là, vous avez 2 minutes. Vous avez 4 heures. 45 minutes, ça vous va pour un petit débat? Eh bien, je vais vous renvoyer vers Maria Ressa, qui est une journaliste qu'il faudrait tous et toutes qu'on écoute, qui est une journaliste qui est prix Nobel de la paix, qui est journaliste aux Philippines
et qui a dénoncé, qui est une des premières à avoir dénoncé la puissance des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes, donc Facebook, Twitter, entre autres, dans le grignotage de l'espace démocratique et en fait dans cette prime à la désinformation, puisque les algorithmes en fait récompensent les contenus haineux, récompense les contenus qui font de la désinformation parce que ça crée plus d'engagement sur les réseaux sociaux et leur but c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur les plateformes, c'est pas qu'ils aient une information vérifiée, fiable, mais qu'ils restent longtemps. Et la vérité, les faits, ça coûte plus cher à produire, c'est plus long que de la désinformation et la haine. Et elle a beaucoup réfléchi à cette question-là, sur comment limiter cette dictature en fait, des plateformes et qui ont vraiment diminué l'espace démocratique. C'est parti des Philippines et ensuite ça s'est généralisé dans plein d'autres pays. Donc vraiment écoutez-la. Elle est à l'origine de la charte de Paris contre l'intelligence artificielle avec Reporters sans frontières et Christophe Deloire, donc qui essayent de mobiliser voilà, les rédactions, les journalistes sur cette question-là. Je pense que la prise de conscience commence à prendre un petit peu dans la rédaction, mais on est vraiment au début. Et je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu du débat de les jeunes sont désinformés et consomment des réseaux sociaux à outrance. Parce que derrière, il y a des enjeux économiques. En fait, il y a des responsabilités d'entreprise, il y a des choix politiques, il y a des choix économiques qui sont pris. Et ce n'est pas juste une question individuelle de contrôler les jeunes, de leur dire « ne va pas sur Twitter, vérifie tes sources », ce qui est bien, hein, de dire ça, vérifier vos sources, etc. De faire de l'éducation aux médias, c'est très important. Mais il y a une bataille politique à jouer à très haut niveau, un bras de fer à rétablir entre des plateformes et les médias. Et donc oui, commencer déjà par étudier cette question-là et ne pas, je dirais, ne pas véhiculer les poncifs qu'on peut entendre, qui sont les jeunes sont de plus en plus sensibles à la désinformation. Je ne sais pas sur quoi c'est basé, c'est une idée un peu générale qui flotte dans l'air, mais le danger, il n'est pas avec votre petit cousin qui partage des vidéos débiles sur YouTube, sur TikTok, un peu, mais derrière, il y a des décisions politiques bien plus fortes à laquelle il faut s'attaquer. Je vous remercie. Alors, on reviendra vers vous après, peut-être il y a 2 questions là-haut. Bon. Alors du coup, bonjour et merci d'être là. Moi, ce que je me demandais, c'était, en vue de ce qui s'est passé avec votre expérience, quelle est votre vision des libertés françaises, de la liberté de la presse? Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous pensez que c'est bidon ou pas? Là, je conseillerais aussi de lire un tout petit ouvrage de Pascal Horry, qui s'appelle Ce cher vieux pays, je crois, qui est un historien de l'Académie française et qui décrit la culture politique autoritaire de la France. Et peut-être peut-être que vous l'étudiez au quotidien à l'Institut d'études politiques de Grenoble, mais je pense qu'on est nombreuses à avoir oublié que la culture politique française, c'est une culture autoritaire. Et qu'il y a eu des moments dans l'histoire où cette culture a été battue en brèche, mais institutionnellement, il y a un référentiel, l'image de la figure du dirigeant autoritaire qui s'est imposé à le modèle de la Ve République, qui est un modèle très particulier, qui valorise le président et l'autorité présidentielle aux dépens des autres corps intermédiaires, des autres qui peuvent rétablir un équilibre et créer une démocratie libérale. Et donc voilà, je pense qu'il faut il faut pas découvrir l'eau chaude
toutes les 5 minutes, et il faut se replonger dans notre histoire, et si on en est là aujourd'hui, s'il y a une série d'attaques contre les libertés publiques, c'est parce que on vient de loin aussi, et on a une culture particulière en Europe qu'il faudrait peut-être interroger. Mais ça commence effectivement par se documenter. Peut-être ce qu'on peut dire aussi pour faire un peu plus système autour de ça, c'est que les questions qu'on est en train d'aborder, en fait, on a les mêmes en France sur une autre liberté fondamentale qui est le droit de manifester. Si vous y réfléchissez, en fait, depuis au moins 5 ans, je ne sais pas, enfin, beaucoup de gens sont en train de se questionner sur pourquoi est-ce qu'on restreint la liberté de manifester à un point inédit dans ce pays. Et c'est pas complètement anodin de remarquer que la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la liberté de manifester, en fait, vont de pair. Le fameux premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté de la presse dans ce pays, garantit aussi la liberté de manifester. Et je pense qu'on pourrait avoir un débat tout à fait similaire sur les atteintes au droit de manifestation dans ce pays récemment. Du coup, je voulais poser une question sur les causes de ces violations de la liberté de la presse en France, mais vous avez partiellement répondu. Du coup, je vais poser une autre question qui serait plus sur des solutions. Est-ce qu'il y a potentiellement des solutions qui viennent en tête des journalistes, des sociétés de journalistes, sur comment faire pour mieux garantir la liberté de la presse en France ? Oui, il faut lire tout ce que dit Informer n'est pas un délit, qui a déjà en fait fait toute une série de propositions pour mieux garantir la protection du secret des sources, qui sont en train là actuellement d'être proposées dans le cadre des États généraux de l'information, donc qui est une sorte de grande agora impulsée par le gouvernement, le président de la République, et qui c'est des auditions, une série d'auditions qui sont menées à partir de maintenant jusqu'au mois de mars pour essayer de faire des recommandations sur ce dont on parlait, donc la désinformation, mais aussi la protection des journalistes, la protection de la liberté d'informer. Donc il y a une des propositions qu'on a, par exemple, c'est de réformer la loi de 2010 dont on vous parlait. Ça a déjà été tenté en 2016, mais ça a été cassé par le Conseil constitutionnel. Donc il faudrait essayer de retrouver une manière de garantir de manière plus ferme, plus réelle la protection des sources. Mais pour nous, ça commence déjà par réformer, entre autres, cette loi, la loi aussi sur le secret des affaires, qui est une attaque claire contre les journalistes aussi, doit être réformée. Donc voilà, c'est un certain nombre de réformes. S'il y a des juristes parmi vous, il y a un super travail à faire sur cette loi de 2010, parce qu'effectivement, elle a été, le Conseil constitutionnel en fait l'a validée dans son état actuel, c'est-à-dire avec la mention que donnait Ariane tout à l'heure. Donc, sauf impératif prépondérant d'intérêt public, ce qui est une formule très très vague. Je vous rappelle que lorsqu'il a été question aussi de limiter la liberté académique dans ce pays, la même formulation est arrivée aussi au Sénat pour dire qu'il y avait des cas dans lesquels quand même on ne pouvait pas tout dire dans les amphithéâtres. Et ce qu'il y a quand même, c'est que le Conseil constitutionnel, d'après les juristes qui se sont penchés là-dessus, était prêt à l'enlever, ça. Mais il y avait d'autres aspects qui font que ça n'a pas été enlevé. Moi, je pense qu'on pourrait, en militant, faire enlever cette mention, que les juristes n'aiment pas parce qu'elle est vague, elle est floue, donc c'est pas suffisant. Il y a un autre aspect quand même, c'est que cette loi, elle garantit le secret des sources. Elle dit le secret des sources est garanti, sauf dans certains cas. Mais il y a un truc très bizarre, c'est qu'elle n'a pas créé un délit pour un policier qui force un journaliste, par exemple, à révéler ses sources. Donc si on crée un délit en disant si vous forcez un journaliste à révéler ses sources dans une gendarmerie, je ne sais pas où, en Ardèche, attention, vous serez poursuivi, c'est pas correct par rapport au droit français. Il y a des pays dans lesquels c'est un délit qui est codifié. Donc là, il y a aussi des choses peut-être à aller voir. Mais oui, et dans les solutions, si vous êtes journaliste ou futur journaliste, en fait, vous avez une responsabilité aussi. Et donc, en posant des questions aux parlementaires, aux responsables politiques que vous allez interviewer sur le terrain, sur tout un tas de sujets, c'est aussi de les questionner sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont au courant? Qu'est-ce qu'ils font pour vous protéger et vous permettre de continuer d'exercer, en fait? Donc, au quotidien,
vous avez des marges de manœuvre, vous avez un pouvoir et il faut l'utiliser parce que si on n'utilise pas ce pouvoir-là de questionner les dirigeants politiques, il disparaît ce pouvoir. Bonsoir. Moi, je vous pose cette question d'un angle d'approche qui est un peu différent, puisque moi, par exemple, je viens d'un autre pays où il est impensable, par exemple, d'enquêter sur des sujets comme l'usage de l'arme, sauf dans une logique, par exemple, de glorification ou de légitimation. Du coup, ma question, ma première... C'est quel pays ? En tout cas, moi, je viens du Maroc. Et du coup, pas parce qu'il y a des limites, mais il y a des limites implicites. C'est l'offre médiatique elle-même qui ne se permet pas d'enquêter sur des questions comme ça, dans une forme d'autonomie, d'indépendance et de franchir certaines zones. Du coup, ma question, c'est dans des pays où il y a une culture politique plutôt sécuritaire, et là vous allez adresser un message, en quoi est-il bon pour le citoyen d'avoir... une information sur le côté plutôt défense de l'État pour comprendre mieux la politique étrangère et en quoi le citoyen trouve immédiatement intérêt à ça. Ma deuxième question, si vous ne trouvez pas un peu très intrusive, est-ce que vous pensez que pendant l'audition que vous avez subie par la DGSI, il y avait des tentations d'établir contre vous des faits qui permettront des pistes qui s'inscriront dans la SLAP, c'est-à-dire de faire dévier du fait principal vers des trucs qui permettront de vous punir, mais pas sur le fait principal. Puisque là, vous avez une opinion publique qui vous protège, mais quand même des trucs qui permettront de vous punir. C'est très important d'ouvrir des brèches, y compris dans des régimes autoritaires. Et moi, je suis très impressionnée des consoeurs, confrères qui, dans les régimes autoritaires, comme l'Égypte ou le Maroc, continuent d'enquêter, de travailler. Il y a un média d'investigation marocain qui s'appelle Awamish, qui est en langue, en darija, en langue marocaine, qui publie des enquêtes sur la société, sur la pauvreté, mais aussi des sujets plus sensibles, le roi aussi. Et ils le font à leur risque et péril, alors même qu'ils sont en exil. Peut-être que vous travaillez déjà pour eux. Mais ces médias, ils sont très importants parce qu'ils créent une brèche et un recours pour les citoyens. Et le jour où il y aura une démocratie, où il y aura un espace démocratique qui va s'ouvrir, eh bien, il y aura déjà des graines qui auront été posées. Et puis de toute façon, ils font vivre la possibilité d'un futur meilleur. C'est ce qui se passe aussi en Égypte avec notamment le média dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Madamasr, un média indépendant d'investigation. Donc c'est des lumières dans l'obscurité, et moi c'est pour ça que j'ai envie aussi de continuer. C'est parce qu'il y a des journalistes bien plus courageuses que nous qui poursuivent ce métier dans des contextes bien plus douloureux et dangereux, et donc on ne peut pas se permettre d'abandonner le combat quand des gens dans des situations bien plus terribles poursuivent et ont des difficultés économiques bien plus stratosphériques que les nôtres. Ensuite, pour vous répondre sur la question de la garde à vue, le but des officiers de la DGSI, c'était de traquer les sources. C'était leur objectif. Et alors que, comme l'a dit Gilles Bastin, théoriquement, c'est interdit. Théoriquement, la France est pour la protection des sources. Mais là, l'objectif de la DGSI, de la juge d'instruction chargée de mon affaire, c'est de traquer les sources. Si le but, c'était de me punir pour ce que j'avais fait, de punir les journalistes de Disclose, puisque, effectivement, nous avons commis un délit. Nous avons révélé des informations secret défense, qui compromettent le secret de la défense nationale. Mais il fallait tout de suite me mettre en examen dès novembre 2021, dès la publication, puisque l'infraction est constituée. Nous avons publié. Les documents sont en ligne.
Donc nous sommes en délit, nous sommes en infraction depuis ce moment-là. Nous assumons d'avoir été en infraction parce qu'on considère que l'intérêt général de ces informations était supérieur au risque et à l'infraction qu'on commettait. Mais c'est bien, ça montre bien que le but c'était pas de me punir parce que j'avais fait une bêtise, parce que j'avais fait une infraction, parce que mes collègues ont fait une infraction, mais parce que le but c'est de m'intimider, c'est d'intimider tous les journalistes, toutes les sources des journalistes et de les traquer. C'est ça l'unique objectif de cette procédure. Oui, alors je voulais dire qu'on a oublié sous Macron 1 le projet de loi Avia qui a été retoqué et aussi le fait que le gouvernement voulait établir un ordre des journalistes, un ordre de la presse, de manière à ce que la profession elle-même autorégule l'information. Évidemment, ça n'a pas été accepté. Je faisais partie de clubs de la presse. Je me souviens que les clubs de la presse ont été travaillés. Il y avait des réunions autour de la notion terrible de vérité. Il y a eu quelques réunions en préfecture, enfin c'était impressionnant. Si vous remarquez, le club de la presse 38 a disparu. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est on constate aujourd'hui autour des fake news la même ambiguïté que vous évoquiez à propos du secret défense. On est tous d'accord, il faut du secret défense. Il y a des choses à ne pas dire. On est tous d'accord, c'est terrible les fake news. Et justement, la profession de journaliste est là pour faire une enquête voilà. Donc, on est là justement pour donner la bonne info. Et autour du débat des fake news, on a l'impression que tout peut être dit aujourd'hui. C'est une ouverture à n'importe quoi. Voilà. Là où je vous rejoins, c'est que le combat contre la désinformation est noble, mais il ne peut pas être mené par des autorités publiques, des gouvernements seuls, parce que eux-mêmes sont des sources qui, parfois, donnent des informations inexactes, imprécises, voire qui sont fausses. Et donc, ce n'est pas le cas tout le temps, mais nous, notre rôle de journaliste, c'est de vérifier ce que dit tout le monde, y compris le gouvernement. Donc, effectivement, à partir du moment où le gouvernement essaye de donner une norme de ce qu'est une information, ce qu'est la vérité, la ligne rouge est déjà franchie. Avec pluralité. Moi, j'accepte qu'un autre journaliste voit les choses totalement différemment. C'est son angle. Moi, j'ai mon angle. Et tous les angles font une information. Et tout est intéressant. Donc, une seule vérité, ça ne marche pas. Quand on parle de vérité, on est dans des États autoritaires dont vous parliez tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être il y a des personnes qui n'ont pas posé de questions, Laurent, peut-être qu'on peut faire passer le micro là-bas. Il y a une règle, quand il y a trop de questions, c'est un homme, une femme. Ou plutôt une femme, un homme. Oui, on peut aussi... J'ai pas compté jusqu'à présent. Oui, Ariane, tu étais venue nous parler il y a quelques années à l'EJDG de la façon dont tu travaillais, dont vous décliniez les enquêtes, la façon dont tu donnais des cours, parce que tu nous as dit déjà à l'époque, tu l'as redit depuis, que tu ne pouvais pas vivre de l'enquête. Gilles a rappelé qu'effectivement, de plus en plus, les enquêtes sont menées par des journalistes indépendants. Donc peut-être qu'il y a en France 20, 30 journalistes qui peuvent mener des enquêtes dans des conditions un peu confortables en étant salariés à temps plein. Donc ma question c'est, est-ce qu'on est condamné à la précarité quand on est un journaliste d'investigation ? Non, je pense pas du tout. Même les journalistes d'investigation qui sont dans des rédactions ne font pas que de l'investigation. Ils couvrent aussi des procès, ils couvrent aussi de l'actualité et l'enquête, même pour notre santé mentale, en fait, on ne peut pas faire que ça à 100%. Donc, c'est un outil du journalisme, mais ce n'est pas l'unique. Et économiquement, ça rapporte gros aux médias parce qu'il y a toujours cette idée que ça coûte cher, etc. Mais en fait, ça rapporte beaucoup d'abonnés, ça rapporte des ventes, ça crée un changement dans la société. Donc le coût-bénéfice, je pense qu'on surestime parfois le coût financier d'une enquête par rapport aux bénéfices économiques à tout court terme pour le média comme pour la société. Ensuite,
comme journaliste indépendant, une manière indépendante, une manière de pas être, de continuer de l'investigation sans s'épuiser et en gagnant quand même de l'argent, c'est de se mettre en collectif, c'est de faire des enquêtes à plusieurs, c'est de postuler à des bourses. Je pense il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui qu'il y a 12 ans quand j'ai commencé mon métier pour faire de l'enquête. Il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de médias. Il y a des médias qui sont spécialistes sur l'enquête. Il y a des tas de médias indépendants locaux dont le seul et unique credo, c'est l'enquête. Donc quand on est jeune journaliste, c'est génial. Il y a un peu moins peut-être d'émissions de télé ou de cases à la télé, mais quoique, il y a des cellules d'enquête dans la plupart des grands médias. Donc je trouve que les possibilités se sont beaucoup plus élargies qu'il y a 10 ans, en fait. Maintenant, il faut savoir les mener en collectif, à plusieurs, et puis oui, être patient et persévérant, et puis savoir, en fait, il faut savoir aussi abandonner des enquêtes parce qu'elles sont trop longues, parce que le coût en vaut pas la chandelle, parce qu'on n'a pas assez d'éléments, parce que tout un tas de raisons. Mais une bonne enquêtrice, un bon enquêteur, c'est aussi quelqu'un qui arrête des enquêtes et qui en commence plein. Donc là, si un grand média, entre guillemets, te proposait un CDI, tu dirais quoi ? Franchement, je pense pas que ça arriverait, déjà. Je sais pas, je n'ai pas du tout pensé à cette question. Ça dépend quoi. Enfin, moi, mon rêve, quand j'étais jeune journaliste, quand j'étais ici, je voulais être rédactrice en chef d'une radio, d'un France Bleu. C'était ça mon objectif de carrière. Bon, ça a complètement foiré parce que je suis pas du tout dans cette ligne-là. Je suis pas du tout dans cette... je suis pas partie dans cette voie-là, même si c'était journaliste radio. Mais si on me propose la direction d'une rédaction de France Bleu, peut-être que je dirais oui, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Merci pour la conférence déjà. Moi, je me demandais de manière très pragmatique, en tant que journaliste d'investigation qui va être amené à travailler sur des enquêtes futures, comment ça a changé votre rapport aux sources ? Comment pour les convaincre au vu de la surveillance dont vous avez fait l'objet et dont vous risquez de faire l'objet à l'avenir ? Curieusement, on a eu pas mal de personnes qui nous ont contactés à la suite de cette perquisition et qui nous ont dit « Ah, vous devriez enquêter là-dessus. » Donc j'ai l'impression, alors peut-être que ça a découragé certaines, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai l'impression que ça a aussi encouragé d'autres qui se sont dit « Bah tiens, il y a des journalistes qui n'ont pas froid aux yeux et qui peut-être pourraient être intéressés sur d'autres sujets. » Donc j'ai envie de voir plutôt le verre à moitié plein. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Je sais qu'il y a un certain nombre de consoeurs, de confrères qui ont des difficultés à parler là ces derniers jours à leurs sources de confiance d'habitude, qui travaillent dans des administrations, dans l'armée, parce que tout le monde se sent épié, a peur de pouvoir effectivement être traqué ensuite, qu'on aille demander à des journalistes. Je sais que dans le passé, des sources ont été interrogées par la DGSI, c'est pas seulement des journalistes aussi. Donc des sources de confrères ont été interrogées. Donc ça crée aussi un climat peut-être de terreur qui n'est pas juste maintenant, mais qui date de quelques années déjà. Moi, j'avais une question aussi sur... Tu as parlé du local. On peut faire de l'enquête en local, vraiment ? À long terme ? Moi, je dirais même qu'il faut commencer par ça. C'est un terrain formidable qui commence à être exploré, mais qui est peut-être un peu sous-exploré. Il y a des médias comme Médiacité, Le Poulpe, Rue 89 à Strasbourg ou dans d'autres villes, Mars Actu à Marseille
où je suis. C'est le modèle économique qu'ils ont choisi de faire que l'enquête. Donc je dirais que ça n'a jamais autant existé qu'aujourd'hui et c'est appelé à fleurir, même si c'est un modèle qui est difficile encore plus économiquement que l'enquête pour les médias nationaux. Mais c'est un terrain génial pour les jeunes journalistes pour se former. Donc non, je pense qu'il faut vraiment investir ce terrain-là. Et une enquête, ça peut prendre 2 heures comme 15 mois. C'est une démarche, l'enquête. C'est vérifier, c'est lire les rapports de la Cour régionale des comptes, c'est vérifier une promesse de campagne, c'est vérifier une déclaration dans la presse locale, dans l'interview de France Bleu de la veille. Donc il y a 1 million de sujets qui s'offrent à nous. Oui, merci. Moi, la question que je me pose, parce qu'on parlait du coup de la dégradation des libertés ces dernières années en France, et aussi quand je regarde la carte, ce qu'on voit, c'est que si l'extrême droite n'est pas au pouvoir dans ces pays, elle en est aux portes. Du coup, en tant que journaliste d'investigation, comment on appréhende cette tendance politique ? La possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France ? Compte tenu de ce qui se passe effectivement dans d'autres pays européens où des partis d'extrême droite ou proches de l'extrême droite sont au pouvoir, factuellement, il y a multiplication des atteintes aux journalistes. Il y a un certain nombre de déclarations aussi de dirigeants de partis d'extrême droite en France qui laissent penser qu'ils ne portent pas la liberté d'expression, la liberté de la presse dans leur cœur. Donc oui, ça me réjouit pas particulièrement, d'autant plus si là actuellement on prépare un cadre légal où toutes les dérives sont possibles. Et donc, dans l'hypothèse où des forces politiques arrivent au pouvoir et des forces politiques qui sont opposées à toute critique et à toute activité ou à des activités journalistes qui les dérangent, qui enquêtent par exemple sur leur financement politique, et ben c'est inquiétant parce que le cadre légal est là pour ouvrir la porte à des dérives, que ces dérives deviennent systémiques. Et donc des gardes à vue qui restent relativement rares deviennent de plus en plus légion et deviennent de la règle. D'où l'intérêt de se mobiliser pour avoir un cadre légal qui soit le plus protecteur possible et le plus proche possible de nos valeurs européennes, de démocratie, de protection de la liberté d'expression. Donc on a quelques années, je pense, pour rétablir la balance. Oui. Merci pour vous êtes venu à Grenoble et votre exposé. Je voudrais simplement faire part d'une réflexion. Bon, j'étais déjà dans les années 60 militant du PSU, etc., etc. J'ai toujours défendu les médias indépendants, mais je crois qu'on est à une période vraiment de changement radical, sans qu'on s'entende. Il suffit de voir ce qui se passe dans les médias français. Est-ce si normal que quelques milliardaires contrôlent ça? Bien sûr, j'aide personnellement les médias indépendants, mais leur taux d'audience est tellement médiocre par rapport à la puissance des médias contrôlés par les milliardaires. Ceci n'est pas spécialement à la France. La montée en puissance des multinationales, la dollarisation des changements et des échanges mondiaux, qui d'ailleurs progressivement mais discrètement est remis en cause, à mon avis dans les années à venir, on le verra avec l'arrivée des BRICS, hein. Aussi le renforcement de l'OTAN, où on voit maintenant le monde bascule vers le Pacifique, qu'on le veuille ou non, tous les principaux changements sont dans cette zone-là, et l'Europe, comme les États-Unis, a de moins en moins d'alliés. On le voit au niveau mondial. Donc il y a des rapports de force
qui se mettent en jeu, mais ceux-ci sont, par exemple dans le monde occidental, paradoxalement, alors que dans les pays de l'Est, il n'y a pas tellement de démocratie, mais en même temps, nous, en Occident, on évolue vers cette zone. La montée des extrêmes droites n'est pas innocente. Hein. Elle est liée au désir, quand il n'y a pas d'alternative démocratique, les milliardaires préféreront il faut peut-être qu'on se concentre sur la première question. Ou à la démocratie. Donc, pardon, on a un temps un peu limité. Les médias sont prêts en tenaille. Est-ce que, avez-vous conscience, vous pouvez exprimer un peu comment redonner confiance aux citoyens pour renouveler les institutions? Honnêtement, j'ai pas travaillé sur la concentration des médias. J'ai travaillé dans l'un des médias qui était détenu par Lagardère, Europe 1, qui a basculé dans le groupe Bolloré pour en faire un outil de désinformation, en tout cas pour servir un objectif d'un chef d'entreprise dont le but est de détricoter le journalisme et de promouvoir des contenus de clash et de désinformation, voire xénophobes. Donc, moi, j'étais pas là au moment où Europe 1 a été donné à Bolloré. Donc je ne pourrais pas vraiment vous apporter un témoignage de l'intérieur, ni même une analyse. Je dirais, ça rejoint ce que vous dites, ça rejoint l'analyse que fait le Fonds pour la presse libre, qui est un fonds qui aide justement les médias indépendants, qui est dirigé par François Bonnet. Donc si vous voulez effectivement soutenir la presse indépendante, ça peut être une des voies de financer cette presse-là. Il y a l'outil aussi législatif qu'on essaye qu'un certain nombre d'associations essayent de pousser, qui est l'association Un bout du monde, qui est Un bout des médias. Pardon, un bout des médias monté notamment par Julia Cagé, qui veut modifier les règles pour que, par exemple, les journalistes puissent s'opposer à l'arrivée d'un actionnaire. Voilà, donc il y a un certain nombre de propositions, de réflexions qui sont sur la table. Il y a un travail qui a été fait. Maintenant, il faut qu'effectivement des citoyens comme vous se mobilisent, en parlent autour d'eux, en parlent dans les états généraux de l'information qui vont peut-être avoir lieu à Grenoble. S'il y a des réunions à Grenoble, faut y aller, faut participer, envoyer c'est votre inquiétude aussi. Je pense que chacun a un rôle à jouer sur ce terrain-là. Il ne faut pas se démobiliser en disant que on ne peut rien face à l'état de la concentration qui est effectivement qui peut être assez préoccupante. Est-ce qu'il nous reste une question? C'est la seule question demande de prise de parole? Oui. Rebonsoir Ariane. Alors je voulais revenir sur votre parcours à l'étranger. Vous avez été reporter au Moyen-Orient et je voulais savoir comment vous êtes fait votre place justement en tant que journaliste, mais surtout en tant que femme journaliste dans des pays autoritaires comme l'Égypte notamment. Merci. Eh ben, j'ai rencontré les meilleurs journalistes, en fait, parmi les meilleurs journalistes qui sont des femmes journalistes, notamment Lina Atala, qui est une des fondatrices et rédactrice en chef du site Madamasr, qui est un site indépendant et d'investigation en Égypte. Il y avait des journalistes aussi comme Esra Abdel Fattah, Solafa Magdi, qui ont été emprisonnés et torturés en Égypte. Donc, c'est des figures qui m'ont aussi appris à faire mon métier. J'ai appris aux côtés d'autres journalistes égyptiens masculins aussi. J'ai fait ma place, en fait, j'ai pas vraiment fait ma place. J'ai fait du journalisme, j'ai fait du terrain, du reportage, et j'ai fait ce que je pouvais faire dans l'état actuel, dans l'état de la dictature en place. J'ai fait des petits reportages qui n'avaient pas un impact démentiel, mais j'ai fait ma part. J'ai essayé de faire ma part du job, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a l'impression qu'une femme dans un pays autoritaire ou dans un pays conservateur est ouvertement
soi-disant patriarcale comme l'Égypte, ça va être très compliqué. Alors qu'en fait, ça peut être contre-intuitif, mais c'est aussi un outil et un avantage que d'être une femme, parce que je vais avoir accès à des espaces auxquels les hommes n'ont pas accès, mes confrères journalistes n'ont pas accès. Et donc je vais pouvoir traiter des sujets qui concernent principalement les femmes, aller dans les foyers, dans les maisons, alors que pour les hommes, ça pourrait être plus compliqué. Quand je suis confrontée aussi à des forces de l'ordre, à des forces de police égyptiennes, eh bien, le fait que je sois une femme et donc une petite chose un peu fragile dans leur état d'esprit, eh bien, ils vont avoir quelques scrupules à me violenter, aussi parce que je suis occidentale, blanche, et que j'ai un passeport qui me permet d'être protégée et qu'ils s'exposent à des protestations assez vives de mon pays, de mon gouvernement, si ils me violentent. Donc j'ai pas... en tout cas, et c'est une expérience particulière que je vous donne et qui n'est pas, n'a pas vocation à... Je ne parle pas pour toutes les femmes journalistes, en tout cas en Égypte, mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que j'avais plutôt une marge de manœuvre en tant que journaliste occidentale et femme journaliste occidentale. Et donc, du coup, une responsabilité. Alors, ça sera la dernière question. Est-ce qu'il y avait d'autres volontés de prendre la parole? Non, n'hésitez pas, parce qu'on peut... Une dernière. Allez, on va tenter 2 dernières. Alors, vite. Alors, je me dépêche. Est-ce que vous avez été approché par des membres du gouvernement pour vous apporter du soutien ou non, pas du tout? Je connais un petit peu la réponse, mais je voulais quand même poser la question. Non. Non, au contraire, j'ai vu des déclarations de 3 ministres. Le ministre de la Justice, qui a dit qu'il ne s'exprimait pas sur une affaire en cours. C'était avant son procès à la CJR. Il y a eu le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'était pas au courant et qu'il allait se renseigner, et qu'il répondrait aux questions quand il serait invité. C'était Mediapart qui lui posait la question. De nombreux médias lui ont proposé des invitations et il n'a pas répondu. Et il y a eu un 3e ministre, Franck Riester, qui s'est exprimé. Alors je vais faire une citation imprécise qu'il faudra revérifier, mais de mémoire, il a dit que la liberté d'expression était importante, mais qu'il y avait des choses qu'il fallait respecter. En gros, sans s'exprimer sur le fond de l'affaire. Donc ce que je comprends, c'est que cette affaire ne leur pose pas vraiment de problème. Et j'avoue que c'est assez indigne comme réaction. Même la première ministre a été interrogée par des journalistes du Monde, et une personne de son cabinet, je crois que c'était quelqu'un de la communication, a répondu aux journalistes: de quoi il s'agit, cette affaire d'Égyptiens. Voilà, ça donne une idée du mépris que, en tout cas à l'époque, pouvait avoir le gouvernement pour des journalistes, et en fait une atteinte grave à la protection des sources, et en fait aussi un mépris pour toute la profession qui s'est mobilisée, comme je vous l'ai dit, à travers, pour dénoncer l'arrestation, la perquisition. Donc voilà. Après, il y a eu des réactions politiques dans l'opposition qui ont dénoncé cette affaire. Mais du côté du gouvernement, la réaction est à minima d'ignorer, voire de mépris. Dernière question. Non, c'est bon. Étant donné qu'on parlait du Maroc, il y a un sociologue qui a fait un travail vraiment colossal. C'est un ouvrage qui s'appelle Figure de la presse marocaine, qui recense 200 portraits en fait, de journalistes marocains. Il a fait attention justement à la parité et à expliquer vraiment quelles étaient les caractéristiques principales de chaque journaliste.
Et je trouve que c'est un bel aperçu de tout ça, toujours à travers cette prisme sociologique. Donc, comme on parlait du Maroc tout à l'heure, je voulais le... Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous m'avez coupé le sifflet, mais c'est formidable que vous remerciez Ariane comme ça. Merci beaucoup à Ariane pour son énergie à défendre la liberté d'informer dans ce pays. Et donc peut-être à bientôt pour d'autres conférences. Voilà, on peut réapplaudir. Hein. Merci. Et dernière information, nous allons donc mettre en ligne la conférence, donc n'hésitez pas à partager, liker pour poursuivre et commenter. Et merci à Place Grenette pour le partenariat.